lors du dîner de Thanksgiving, ils m'ont glissé un chèque de 10 000 € et un billet d'avion sans retour, pour que je disparaisse de leur vie. Ma sœur a immortalisé ma réaction, avec son appareil photo. J'ai souri d'un air moqueur, pris l'argent, mais je ne leur ai pas dit ce que j'avais fait auparavant. Nous pensions qu'il était temps de parler de ton avenir, et là, a annoncé mon père d'une voix forte, à travers la table de Thanksgiving. Sa voix a fendu l'agréable murmure de la conversation, comme un couteau dans du beurre ramolli. J'ai levé les yeux de mon assiette intacte, remplie de dinde et de patates douces, sentant déjà ce qui allait arriver. Toute la famille s'était réunie, dans la maison de mes parents à Portland, dans l'Oregon. Ma jeune sœur Chloé et son mari Hunter, ma tante et mon oncle, et quelques cousins avec qui je parlais à peine. Tous se sont arrêtés au milieu d'une bouchée pour regarder, les fourchettes suspendues en l'air, comme s'ils assistaient à une représentation soigneusement orchestrée. Ma mère s'est penchée en avant avec un sourire crispé, un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Elle a fait glisser une enveloppe vers moi, sur la table en acajou poli. Elle a atterri avec un léger bruit, juste à côté de mon verre d'eau. Nous avons discuté, ton père et moi, a-t-elle dit. Son ton dégoulinait de condescendance. Nous pensons que tu as besoin d'un nouveau départ ailleurs. Quelque part loin d'ici, où tu pourras enfin régler tes affaires. J'ai fixé l'enveloppe, sans la toucher. Quelque part loin d'ici. Les mots résonnaient dans ma tête. Mon cœur a commencé à s'emballer, mais j'ai gardé un visage neutre. Des années de rejet m'avaient appris à cacher mes émotions. Eh bien, qu'est-ce que c'est, ai-je demandé doucement. Chloé, qui était assise juste en face de moi, a souri et a sorti son téléphone. Elle l'a pointé vers moi, filmant de toute évidence. J'ai remarqué la lumière rouge, qui brillait faiblement. Bien sûr, elle filmait ça. Elle voulait capturer mon humiliation, avoir la preuve du moment où sa sœur ratée, était enfin jetée hors de la famille. Mon père s'est éclairci la gorge. Ouvre-la. J'ai lentement attrapé l'enveloppe, sentant le poids de tous les regards braqués sur moi. À l'intérieur se trouvait un chèque de 10 000 € et un billet d'avion aller simple pour Austin, au Texas, daté du lundi suivant. 10 000 €, a dit ma mère, comme si elle remettait un cadeau royal. Cela devrait être plus que suffisant, pour que tu t'installes ailleurs. Nous avons choisi Austin, car c'est abordable, et il y a des opportunités pour les gens comme toi. Les gens comme moi. La phrase m'a fait mal, même si j'ai refusé de le montrer. Nous pensons qu'il est préférable que tu quittes Portland, a ajouté mon père. Tu as lutté ici pendant des années, et là. Ton petit truc de technologie n'a mené nulle part. Tu as 29 ans, et tu vis encore comme une étudiante. C'est embarrassant. J'ai baissé les yeux vers le chèque dans mes mains. 10 000 €, un billet aller simple. Il me payait pour que je disparaisse. Chloé a ricané de l'autre côté de la table, filmant toujours. Hunter a souri à côté d'elle, et a secoué la tête, comme s'il avait pitié de moi. Je m'appelle Ella, et j'ai 29 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie à être traité comme la déception de la famille. Alors que ma jeune sœur Chloé était célébrée pour chaque petite réussite, entrer dans l'équipe de Pom Pom Girls, obtenir un diplôme en administration des affaires. Décrocher un emploi dans le marketing dans une entreprise de taille moyenne, j'étais celle qui n'arrivait jamais tout à fait à suivre. J'étais trop calme, trop maladroite, trop obsédée par les ordinateurs et la programmation. Je ne rentrais pas dans le moule que mes parents voulaient. Quand je leur ai dit il y a 5 ans que j'allais créer une entreprise technologique, ils ont ri. Ils ont vraiment ri. Mon père a dit que je perdais mon temps. Ma mère a dit que je devrais me trouver un vrai travail, peut-être comme assistante administrative ou réceptionniste. Chloé a levé les yeux au ciel et a dit, c'est bien mon genre. Mais j'ai continué. Je travaillais 70 heures par semaine, vivais dans un studio exigu, survivais grâce aux nouilles instantanées et au café noir. J'ai mis chaque once de mon énergie à construire ma start-up à partir de zéro. J'ai appris moi-même des langages de programmation avancés, j'ai travaillé avec des investisseurs, j'ai participé à des concours de pitch, et j'ai lentement, douloureusement, construit quelque chose de réel. Et ce matin-là, quelques heures seulement avant de venir à ce dîner de Thanksgiving, j'avais signé les derniers documents pour vendre mon entreprise, pour 8,5 millions €. J'ai regardé mes parents, l'expression de joie malveillante de Chloé, toute la table qui me regardait, comme si j'étais un animal blessé, qui est enfin délivré de ses souffrances. Ils n'en avaient aucune idée, pas la moindre idée.
Je me suis forcé à faire un petit sourire crispé, et j'ai plié le chèque soigneusement. Merci, ai-je dit doucement. Les épaules de ma mère se sont détendues. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. Chloé a légèrement baissé son téléphone, ayant l'air presque déçu que je n'ai pas fondu en larmes. Nous savions que tu comprendrais, a dit ma mère, en me caressant la main. C'est pour le mieux, chérie. Tu verras. Parfois, les gens ont juste besoin d'un coup de pouce pour avancer. J'ai hoché la tête, et j'ai remis le chèque et le billet dans l'enveloppe. Mes doigts tremblaient légèrement, mais pas de tristesse ou de honte. C'était de la colère, de la pure colère bouillonnante, que j'avais ravalée pendant près de 3 décennies. Ils pensaient s'être débarrassés de moi. Ils pensaient avoir résolu leurs problèmes. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient perdre la seule personne de cette famille, qui avait réellement fait quelque chose de sa vie. J'ai jeté un coup d'œil à Chloé, qui tenait toujours son téléphone, prévoyant probablement déjà de publier la vidéo en ligne, avec une légende sarcastique sur sa sœur ratée. J'ai croisé son regard, et lui ai adressé un faible sourire. Elle a froncé les sourcils, perplexe. Bien, laissons-la se poser des questions. Enfant, j'étais toujours la marginale. Chloé est née 3 ans après moi, et dès le moment où elle est arrivée, il était clair qu'elle était l'enfant en or. Elle était extravertie, charmante, et sociable sans effort. J'étais introverti, j'aimais les livres, et j'étais plus intéressé par le démontage de vieux ordinateurs, que par le fait de me faire des amis. Mes parents n'ont jamais caché leurs préférences. Quand Chloé obtenait un B à un contrôle, ils fêtaient ça avec des glaces et des louanges. Quand je ramenais que des A à la maison, ils jetaient à peine un coup d'œil à mon bulletin de notes. Quand Chloé a rejoint le club de débat, mes parents ont assisté à chaque événement. Quand j'ai gagné un concours régional de codage au lycée, ils ne se sont même pas présentés à la cérémonie de remise des prix. À un moment donné, vers mon 16e anniversaire, j'ai cessé d'essayer de les impressionner. J'ai réalisé que, peu importe ce que je faisais, je ne serais jamais ce qu'ils voulaient. Alors je me suis plutôt concentré sur ce que j'aimais. La technologie, la résolution de problèmes, construire des choses importantes. Après le lycée, je suis allé dans une université d'État, avec une bourse partielle. Mes parents ont refusé de m'aider à payer les frais de scolarité, disant que je devais apprendre la responsabilité. Pendant ce temps, ils ont payé l'intégralité du séjour universitaire de Chloé, dans une école privée, lui ont acheté une voiture, et lui ont aménagé un bel appartement. J'ai fait 3 emplois à temps partiel pour financer mes études. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et un diplôme en informatique, sans aucun soutien de ma famille. Quand j'ai créé mon entreprise il y a 5 ans, je ne leur en ai pas beaucoup parlé. Je savais que cela ne les intéresserait pas. J'ai gardé la tête baissée, j'ai travaillé en silence, et j'ai construit quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, assise à cette table de Thanksgiving avec leur chèque insultant à la main, j'ai réalisé à quel point ils me connaissaient peu en réalité. Ma mère a de nouveau parlé, quelque chose à propos du fait qu'Austin aurait une scène de jeunes professionnels dynamiques, et comment je pourrais peut-être enfin y rencontrer des gens sympas. Je les ai ignorés, et j'ai laissé leurs mots glisser sur moi comme un bruit de fond. Je pensais au contrat de rachat, qui se trouvait dans le bureau de mon avocat, signé et finalisé. Je pensais aux 8,5 millions qui atterriraient sur mon compte dans les 2 prochaines semaines. Je pensais à l'avenir dans lequel j'allais entrer, un avenir dont il ne faisait pas partie. Chloé a rangé son téléphone, et a attrapé son verre de vin. Elle avait l'air suffisante. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir capturé le moment parfait de ma défaite. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. J'avais toujours été invisible pour eux. Même maintenant, alors qu'ils discutaient de ma vie comme si je n'étais pas là. Ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Un raté, une déception, quelqu'un qui devait être géré, et expédié. Mais je n'étais plus invisible. J'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre, accompli quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Et bientôt, très bientôt, ils allaient réaliser exactement qui j'étais. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac à main, et je me suis levé de table. « Où vas-tu » a demandé ma mère, surprise. « Je vais juste prendre l'air » ai-je dit calmement. « Je reviens tout de suite. » Je suis allé sur la véranda, et j'ai laissé l'air frais de novembre emplir mes poumons. Les lumières de la ville de Portland scintillaient au loin, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment libre. Ils voulaient que je parte. Bien, j'allais partir,
mais pas de la manière dont il s'y attendait. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes emails. Là, tout en haut de ma boîte de réception, se trouvait la confirmation de mon avocat. Acquisition finalisée. Félicitations, et là. J'ai souri. Laissons-les penser qu'ils ont gagné. Laissons-les croire qu'ils se sont enfin débarrassés de leur fille embarrassante. Laissons Chloé poster sa stupide vidéo, car dans quelques jours la nouvelle allait fuiter, et le moment venu, tout leur monde s'effondrerait. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, et je suis retourné à table. Mon visage soigneusement neutre. Tout va bien, a demandé mon père. Tout est parfait, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Le dîner a continué, mais je sentais à peine le goût de la nourriture. Mes pensées étaient déjà à des kilomètres de là, et planifiaient mes prochaines étapes. J'allais encaisser leur chèque. Pourquoi pas? C'était le moins qu'ils me devaient, après des années de négligence. Je prendrais leur billet d'avion et irais à Austin, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que j'avais toujours voulu vivre ailleurs, où je pourrais repartir à zéro, sans le poids de leur jugement. Mais d'abord, j'allais les laisser se complaire encore un peu dans leur arrogance. J'allais les laisser penser qu'ils avaient résolu leurs problèmes, et ensuite je laisserais la vérité s'abattre sur eux, comme un raz-de-marée. Chloé m'a regardé de l'autre côté de la table, l'air toujours aussi suffisante. J'ai soutenu son regard, et je lui ai fait un sourire mielleux. Elle a détourné le regard, mal à l'aise. Parfait. La tempête arrivait, et j'avais hâte de les voir s'y noyer. En repensant à toutes ces années, je peux identifier les moments précis où j'aurais dû réaliser qu'ils ne me verraient jamais. Il y a eu l'expo science en classe de 8e, où j'ai construit un robot fonctionnel, à partir de pièces de rechange que j'avais récupérées dans des vide-greniers. J'ai remporté la première place. Mes parents ne sont pas venus le voir. Ils étaient au match de football de Chloé, et l'ont regardé sur le banc pendant 90 minutes. Il y a eu la remise de mon diplôme d'études secondaires, où j'ai prononcé le discours de major de promotion. Ma mère s'est plainte tout le temps que la cérémonie était trop longue, et qu'elle avait mal à la tête. Chloé n'avait même pas pris la peine de se présenter. Il y a eu le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission à l'université d'État, avec une bourse partielle. Mon père a jeté un coup d'œil et a dit, « Eh bien, j'espère que tu prévois de prendre en charge le reste toi-même. » Et il y a eu ce jour, 3 ans après avoir créé ma start-up, où j'ai essayé une dernière fois, de leur faire part de mes progrès. Je me suis présenté au dîner du dimanche, avec un prototype de mon logiciel, impatiente de leur montrer ce que j'avais créé. Mon père a à peine levé les yeux de son journal. Ma mère a demandé si j'avais envisagé de trouver un emploi avec des avantages sociaux. Chloé a ri et a dit, je perdais mon temps. C'était la dernière fois que j'essayais de les impliquer dans ma vie. J'ai cessé d'aller au dîner de famille. J'ai arrêté d'appeler. J'ai cessé d'espérer qu'ils seraient un jour fiers de moi, et j'ai déversé toute cette douleur, tout ce rejet, dans mon travail. Chaque ligne de code que j'écrivais était un acte de résistance. Chaque réunion d'investisseurs à laquelle je participais était la preuve que j'étais plus que ce qu'ils croyaient. Chaque étape franchie par mon entreprise était un pas de plus loin de la fille qu'ils croyaient que j'étais. Quand je suis arrivé à ce dîner de Thanksgiving, je les avais déjà laissés derrière moi, dans tous les sens du terme. Le chèque et le billet d'avion n'étaient que la confirmation finale de ce que j'avais toujours su. Ils ne voulaient pas de moi, mais voici ce qu'ils ne comprenaient pas. Je n'avais plus besoin qu'ils veuillent de moi. Je m'étais suffisamment voulu moi-même pour réussir. Enfant, j'étais toujours la marginale à plus d'un titre. Alors que Chloé avait des rendez-vous de jeux et des fêtes d'anniversaire, j'avais des tutoriels de codage et des manuels d'informatique. Alors qu'elle apprenait à naviguer dans les hiérarchies sociales, j'apprenais à naviguer dans des algorithmes complexes. Mes parents considéraient cela comme un comportement asocial. Ils craignaient que je ne m'intègre jamais, que je ne trouve jamais de mari, que je n'ai jamais une vie normale. Ils m'ont envoyé voir des thérapeutes, qui ont essayé de me rendre plus sociable. Ils m'ont inscrite à des activités que je détestais, des cours de danse, des camps d'art, des groupes de jeunes, dans l'espoir que je développe des compétences sociales. Mais je voulais seulement construire des choses. Je voulais résoudre des problèmes. Je voulais développer des logiciels, qui pourraient changer la façon dont les gens interagissent avec la technologie. Rien de tout cela ne les intéressait. Ce n'était pas assez tangible. Ce n'était pas assez impressionnant. Cela ne correspondait pas à leur récit de la réussite.
Alors ils m'ont abandonné, et se sont concentrés sur Chloé, qui était plus facile à comprendre, plus facile à façonner, pour devenir ce qu'ils voulaient. Et j'ai appris à être seul. J'ai appris à trouver la validation dans mon travail, plutôt que dans leur approbation. J'ai appris à mesurer ma valeur, en fonction de ce que je pouvais créer, et non de ce qu'ils pensaient de moi. Cela m'a rendue plus forte. Cela m'a rendue plus résiliente, mais cela a aussi laissé des cicatrices, qui ne guériraient jamais complètement. Assise à cette table de Thanksgiving et tenant leur misérable chèque, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais déjà gagné. Le moment où j'ai cessé d'avoir besoin de leur approbation, a été le moment où je suis devenu inarrêtable. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Le dîner s'est éternisé, apparemment sans fin. Mes proches faisaient la conversation sur le temps, les vacances à venir, et la récente promotion de Chloé au travail. Elle se prélassait dans l'attention, décrivant ses nouvelles tâches avec un enthousiasme exagéré, tandis que mes parents hochaient la tête et la couvraient d'éloges interminables. « Tu as toujours été si déterminée, Chloé, » a dit ma mère, radieuse. « Nous sommes si fiers de toi. » Je suis restée assise tranquillement, et j'ai repoussé la purée dans mon assiette. Personne ne m'a rien demandé. Personne ne m'a même regardé. C'était comme si j'étais déjà parti, comme si l'enveloppe qu'il m'avait donnée, m'avait complètement effacé de la famille. Quand le dessert a été servi, une tarte à la citrouille avec de la crème fouettée, j'ai finalement pris la parole. « Merci pour le chèque », ai-je dit, en regardant mes parents droit dans les yeux. « Et le billet. Je l'apprécie vraiment. » Mon père a posé sa fourchette, et a hoché la tête en signe d'approbation. « Nous sommes heureux que tu sois raisonnable, et là. Nous craignons que tu puisses mal le prendre. » « Pas du tout, » ai-je dit, en forçant un sourire. « Je pense qu'un nouveau départ est exactement ce dont j'ai besoin. » Ma mère a eu l'air soulagée. « Je suis si heureuse que tu comprennes, chérie. C'est vraiment pour le mieux. Tu es coincée à Portland depuis trop longtemps, à tourner en rond. Un changement de décor te fera du bien. » Chloé a reniflé doucement. « Oui, peut-être que tu trouveras enfin quelque chose qui marche. » Je me suis tourné vers elle. Mon sourire n'a pas vacillé. Elle a détourné le regard, visiblement déstabilisée par mon attitude calme. Elle s'attendait à des larmes, à de la colère, ou du moins à un signe de défaite. Au lieu de cela, j'étais arrangeante, voire agréable. Cela l'a déséquilibrée. Bien, laissons-la se tortiller. Hunter s'est adossé à sa chaise, et a fait tourner son vin. Honnêtement, et là, c'est probablement la meilleure chose qui pouvait arriver. Parfois, les gens ont besoin d'une remise à zéro difficile, tu sais, d'une chance de recommencer quelque part où personne ne les connaît. La condescendance dans sa voix était à peine dissimulée. J'ai eu envie de lui jeter mon verre d'eau au visage, mais j'ai simplement hoché la tête à la place. « Vous avez tout à fait raison », ai-je dit avec une voix mielleuse. Ma tante, qui était restée silencieuse la majeure partie de la soirée, est finalement intervenue. « Je trouve très généreux de la part de tes parents de t'aider de cette façon. Toutes les familles ne seraient pas aussi solidaires. » Solidaire ? Le mot avait le goût du poison. J'ai beaucoup de chance, ai-je dit. Ma voix était plate. Mon oncle a ajouté son grain de sel. Tu sais, et là, parfois la meilleure chose qui puisse arriver à une personne, c'est de toucher le fond. Ça oblige à réévaluer les choses. Peut-être que c'est ton fond, et que tu vas enfin faire quelque chose de ta vie. Le fond. Comme si je n'avais pas déjà gravi des montagnes, qu'il ne pouvait même pas imaginer. Après le dessert, la famille s'est rendue dans le salon pour prendre un café. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, mais je me suis attardé dans le couloir, juste hors de vue. Je pouvais les entendre parler, leur voix provenant du salon. Je pense que ça s'est mieux passé que prévu, a dit mon père. Beaucoup mieux, a approuvé ma mère. J'avais peur qu'elle ne fasse une scène. Chloé a ri. Elle sait qu'elle n'a pas le choix. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle va faire ? Continuer à faire semblant que son petit truc de technologie mène quelque part. Hunter est intervenu. Honnêtement, je trouve que 10 000 € c'est généreux. Elle a vécu de leur gentillesse pendant des années. Ma mère a soupiré. Je sais, mais on ne pouvait pas juste la laisser tomber complètement. Les gens parleraient. Au moins, de cette façon, on peut dire qu'on l'a aidé à prendre un nouveau départ. Exactement, a dit mon père. Et une fois qu'elle sera partie,
nous n'aurons plus à faire face à l'embarras. Elle a été un boulet pour nous pendant beaucoup trop longtemps. Je suis resté figé dans le couloir, mes mains serrées en poing. Un boulet, un embarras. Ce sont les mots avec lesquels il me décrivait. Je savais qu'il ne me respectait pas. Je savais qu'il me considérait comme une ratée. Mais de les entendre le dire avec autant de désinvolture, de manière aussi factuelle, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. Puis la voix de ma mère a baissé jusqu'au murmure, mais je pouvais encore l'entendre clairement. 10 000 €, c'est plus qu'elle ne mérite. Honnêtement, de cette façon au moins, elle partira discrètement, et nous pourrons enfin aller de l'avant. J'espère juste qu'elle ne reviendra pas, quand l'argent sera épuisé. Mon père a ricané sombrement. Si elle le fait, nous ignorons simplement ses appels. Une fois qu'elle est à Austin, elle n'est plus notre problème. Chloé a ajouté, j'ai hâte de dire à tout le monde qu'elle est enfin partie. Ce sera un soulagement, de ne plus avoir à expliquer pourquoi ma sœur aînée est un tel désastre. Les gens posent toujours des questions sur elle lors des événements, et je ne sais jamais quoi dire. Hunter a ri. Dis-leur juste, qu'elle a déménagé pour se trouver elle-même ou quelque chose comme ça. C'est ce que disent les gens, quand leurs proches sont des ratés. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques, l'un après l'autre. Plus que ce que je mérite. Pas notre problème. Un tel désastre. Une ratée. J'ai pris une grande inspiration, et je me suis forcé à rester calme. Je ne pouvais pas me permettre de perdre le contrôle maintenant. Pas quand j'étais si près de voir tout s'effondrer pour eux. Je suis retourné dans le salon. Mon visage soigneusement neutre. Tout va bien? A demandé ma mère, sa voix maintenant mielleuse puisque j'étais de nouveau en vue. Bien, ai-je dit. J'avais juste besoin d'un instant. Nous sommes restés encore 1 heure, en ayant des conversations polies. Chloé a montré à tout le monde des photos de ses récentes vacances à Hawaï, et mes parents ont poussé des exclamations de joie devant chaque image. Je suis resté assise dans un coin, en sirotant un café froid et en comptant les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. Mon oncle a commencé à parler de son jeu de golf. Ma tante a parlé de son club de lecture. Chloé s'est plainte de ses collègues, les qualifiant d'incompétents et de paresseux, même si je savais, d'après ses propres aveux, qu'elle-même ne faisait presque pas de vrai travail. La conversation tourbillonnait autour de moi, et je me sentais comme un fantôme hantant ma propre fête de famille. Finalement, vers 21 heures, je me suis levé et j'ai pris mon manteau. « Tu pars ?» a demandé mon père. « Oui », ai-je dit. C'est un long trajet, pour retourner à mon appartement. Ma mère m'a serré dans ses bras d'un air raide. « Bonne chance à Austin, et là. Tu vas nous manquer. » Menteuse, ai-je pensé. Mais j'ai souri et j'ai dit, « Merci, maman. » Chloé a fait un signe de la main depuis le canapé, sans prendre la peine de se lever. « Envoie-moi des photos quand tu y seras. » Bien sûr, ai-je dit. Hunter a levé son verre, pour un toast moqueur au nouveau départ. J'ai passé la porte, et je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet pour rentrer à la maison était calme. J'ai éteint la radio, et j'ai laissé le silence remplir la voiture. Mes pensées se bousculaient, rejouant tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. Ils avaient essayé de m'humilier. Ils avaient essayé de m'effacer de leur vie. Et ils pensaient avoir réussi, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Une fois de retour dans mon appartement, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché le contrat d'acquisition, et je l'ai relu, juste pour m'assurer qu'il était réel. C'était 8,5 millions d'euros, payés en totalité dans un délai de 14 jours ouvrables. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de paix. J'avais réussi. J'avais construit quelque chose d'important, quelque chose de précieux, quelque chose qui changerait ma vie pour toujours, et mes parents n'en avaient aucune idée. J'ai passé le week-end à faire les cartons de mon appartement, et à régler les derniers détails. J'ai organisé avec l'entreprise de déménagement, le transport de mes affaires à Austin, j'ai mis à jour mon adresse à la banque, et j'ai fermé les comptes dont je n'avais plus besoin. Le samedi, j'ai rencontré mon avocate pour finaliser les derniers détails de l'acquisition. Elle m'a félicité encore une fois. Sa chaleur sincère contrastait fortement avec la froideur de ma famille. « Vous devriez être incroyablement fier de vous », a-t-elle dit. « Ce que vous avez construit est remarquable. Une telle acquisition à votre âge est extraordinaire.
Merci, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Le dimanche, j'ai parcouru mon appartement une dernière fois, et j'ai emballé mes dernières affaires. J'ai regardé autour de moi dans le minuscule studio, qui avait été ma maison pendant 5 ans. Ce n'était pas grand-chose, mais c'est là que j'avais construit mon entreprise. C'est là que j'avais passé d'innombrables longues nuits à programmer, et à résoudre des problèmes. Cet appartement représentait mon indépendance, ma détermination, mon refus d'abandonner, même quand tout le monde me disait que je devais le faire. J'ai ressenti un pincement de tristesse de le laisser derrière moi, mais aussi de l'excitation pour ce qui m'attendait. Lundi matin, je suis allé à l'aéroport et j'ai pris le vol que mes parents avaient payé. Je me suis assise à ma place, j'ai sorti mon ordinateur portable, et j'ai commencé à planifier la prochaine étape de ma vie. Austin était chaude et ensoleillée quand j'ai atterri. J'ai pris un taxi pour me rendre à l'appartement que j'avais déjà loué, un spacieux 2 pièces dans un beau quartier, payé avec mon propre argent. Je n'avais pas besoin de leurs 10 000 € pour survivre. J'avais plus qu'assez, mais j'ai quand même encaissé leur chèque. C'était symbolique, comme si j'acceptais leur dernière insulte, avant de les rayer complètement de ma vie. Je l'ai déposé sur mon compte, et j'ai regardé le solde augmenter. 10 000 € ne signifiaient plus rien pour moi maintenant, mais je les ai quand même pris, parce qu'ils les avaient offerts avec une telle condescendance, une telle certitude, que c'était plus que ce que je méritais. Ils allaient regretter ces mots. J'ai passé les 2 premiers jours à Austin à aménager mon nouvel appartement, et à explorer le quartier. La ville était dynamique et accueillante, pleine d'énergie créative et d'opportunités. Je me suis senti chez moi d'une manière que je n'avais jamais ressentie à Portland. Mercredi matin, 3 jours après Thanksgiving, j'étais assise dans un café près de mon nouvel appartement, quand mon téléphone a commencé à vibrer. Message après message, appel après appel, tous de numéros que je reconnaissais. Ma mère, mon père, Chloé, et même Hunter. Je les ai tous ignorés, et j'ai ouvert l'application de nouvelles sur mon téléphone. C'était là, en haut et au centre. Une start-up technologique de Portland rachetée pour 8,5 millions d'euros. Et juste en dessous du titre, il y avait une photo de moi, souriant avec assurance dans un portrait professionnel que j'avais fait prendre des mois auparavant. J'ai lu l'article lentement, savourant chaque mot. Il décrivait l'acquisition en détail, louait mon approche innovante en matière d'analyse de données, et citait le PDG de l'entreprise Akeres, qui me décrivait comme l'un des esprits les plus brillants du secteur. L'article mentionnait mon parcours, mon éducation, et les 5 années que j'avais passées, à construire l'entreprise à partir de rien. Il décrivait mon logiciel comme révolutionnaire, et prédisait que je serais une force majeure dans l'industrie technologique, dans les années à venir. Il y avait une citation d'un analyste du secteur, ce qu'elle a accompli avec des ressources limitées est tout simplement remarquable. Cette acquisition ne représente pas seulement un succès financier, mais une validation de sa vision technique et de son sens des affaires. J'ai posé mon téléphone, et j'ai pris une gorgée de café, laissant l'impact du moment m'envahir. Ils le savaient maintenant. Ils le savaient tous. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message vocal de ma mère. Je l'ai mis sur haut-parleur. Ella chérie, nous venons de voir les nouvelles. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? C'est incroyable. Rappelle-nous dès que possible. Nous devons parler. Nous sommes si fiers de toi. Si fiers. Ces mots étaient ridicules. Il y a 3 jours, j'étais une source d'embarras. Maintenant, j'étais quelqu'un dont on pouvait être fier. J'ai supprimé le message vocal sans répondre. Un autre bourdonnement. Un SMS de Chloé. OMG est là, je n'en avais aucune idée. Pourquoi n'as-tu rien dit? Appelle-moi. J'ai bloqué son numéro. Mon père a également laissé un message vocal. Son ton oscillait entre fierté et désespoir. Et là, c'est ton père. Nous devons discuter de cette acquisition. Il y a des implications financières, des considérations fiscales. Rappelle-moi immédiatement. Bien sûr, il pensait déjà à la façon dont il pourrait obtenir une part de mon succès. J'ai supprimé celui-là aussi. Il voulait parler. Il voulait faire partie de mon succès maintenant qu'il était public, maintenant qu'il déteignait favorablement sur eux. Mais il était trop tard. J'ai passé le reste de la journée à ignorer leurs appels et leurs messages. J'ai éteint mon téléphone, et je suis allé me promener, profitant du chaud soleil du Texas, et de l'anonymat d'une nouvelle ville, où personne ne me connaissait comme le raté de la famille.
Ce soir-là, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il y avait des appels manqués, et d'innombrables messages textes. Je les ai fait défiler, et j'ai lu le désespoir dans leurs mots. Ma mère, s'il te plaît, rappelle-nous. Nous nous inquiétons pour toi. Nous devons fêter ça ensemble. Mon père, nous devons parler de ton avenir. C'est important. Il y a des opportunités dont nous devrions discuter. Chloé, tu ne peux pas simplement nous ignorer. Nous sommes ta famille. Je suis ta sœur. Nous devrions fêter ça ensemble. Jerry. La famille. S'il vous plaît. Il voulait me revendiquer maintenant que je valais quelque chose. Maintenant que j'avais de la valeur. Mais où était-il quand je luttais? Où était-il quand je faisais 3 boulots, pour payer mes études? Où était-il quand je mettais mon cœur et mon âme, dans la construction de mon entreprise? Il n'était nulle part. Ils se sont moqués de moi, m'ont rejeté, ont essayé de me pousser hors de leur vie, et maintenant ils voulaient y revenir. Ma tante a également envoyé un message. Et là, ta mère est bouleversée. S'il te plaît, appelle-la. Elle t'aime beaucoup, et est si fière. J'ai presque ri aux éclats. Elle m'aime. Où était cet amour il y a 3 jours? Même mon oncle a envoyé un message. Félicitations pour ton succès. Tes parents sont ravis. S'il te plaît, contacte-les. J'ai ouvert un nouveau message texte, et j'ai tapé une phrase pour ma mère. Je vais bien. Ne me contactez plus. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai fait de même avec mon père, Chloé, Hunter, et le reste de ma famille élargie, qui s'était assis à cette table de Thanksgiving, et avait regardé mon humiliation, sans dire un mot. J'en avais terminé. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle a continué à se répandre. J'ai été contacté par des journalistes, des leaders de l'industrie, et même quelques investisseurs en capital risque, intéressés par ma prochaine étape. J'ai accordé une poignée d'interviews soigneusement sélectionnées, chacune soulignant mon parcours, et ma vision de l'avenir. Dans chaque interview, on m'a posé des questions sur ma famille, et mon système de soutien. Ils m'ont beaucoup soutenu, ai-je menti sans sourciller, en gardant une expression neutre. Je suis reconnaissante, pour les bases qu'ils ont posées. Je ne leur devais pas l'honnêteté. Je ne leur devais rien, et je n'allais certainement pas leur donner la satisfaction, de reconnaître publiquement leur rejet. Qu'ils lisent entre les lignes. Qu'ils se demandent pourquoi je ne les ai pas mentionnés nommément, pourquoi je ne les ai pas remerciés spécifiquement, pourquoi je ne les ai pas invités à partager ce moment avec moi. Pendant ce temps, le désespoir de mes parents augmentait de façon exponentielle. Ils ont commencé à me contacter par l'intermédiaire de connaissances communes, et ont essayé de me faire passer des messages. Une de mes anciennes amies d'université a appelé et a dit, ma mère les a contactés, et les a suppliés de transmettre un message. Elle dit qu'elle est désolée, a dit mon amie avec hésitation. Elle veut arranger les choses. Elle dit qu'il y a eu un malentendu. Dis-lui qu'il est trop tard, ai-je répondu calmement. Mon amie a hésité. Et là, es-tu sûr? Je veux dire, ce sont tes parents. Peut-être méritent-ils une autre chance. Ils ont cessé d'être mes parents. Il y a longtemps, ai-je dit doucement. Ils ont fait leur choix. Maintenant, je fais le mien. Elle n'a pas insisté davantage, sentant la finalité dans ma voix. Une semaine après l'annonce de la nouvelle, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle était de ma mère, écrite à la main sur du papier à lettres coûteux, le genre qu'elle réservait pour les cartes de remerciement, aux personnes qu'elle voulait impressionner. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité a pris le dessus. La lettre était longue et décousue, pleine d'excuses et de justifications. Elle affirmait qu'ils avaient toujours cru en moi. Qu'ils n'avaient voulu que le meilleur pour moi. Que le chèque et le billet d'avion étaient censés m'aider, pas me blesser. Chaque mot était un mensonge. Elle a écrit à quel point ils étaient fiers, comment ils avaient toujours su que j'étais spécial, comment ils avaient hâte de célébrer mon succès avec moi. Elle a mentionné vouloir organiser une fête pour moi, me présenter à ses amis, m'exhiber. C'était du révisionnisme historique, à son meilleur. Elle réécrivait le passé, pour l'adapter au présent, faisant semblant que les années de négligence et de rejet, n'avaient jamais eu lieu. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai déchirée en morceaux, et je l'ai jetée à la poubelle. 2 semaines après Thanksgiving, l'argent de l'acquisition a atterri sur mon compte. J'ai regardé le solde sur l'écran de mon téléphone. Les chiffres étaient presque inconcevables.
500 000 euros. J'avais réussi. Je l'avais fait toute seule, sans leur soutien, sans leur conviction, sans leur validation. Et maintenant, j'étais libre. J'ai commencé à planifier mes prochaines étapes, avec soin et de manière délibérée. J'ai investi une part importante de l'argent, dans des portefeuilles diversifiés gérés par l'une des principales sociétés de gestion de patrimoine du pays. J'ai fait des dons substantiels à des causes qui me tenaient à cœur, des organisations soutenant les femmes dans la technologie, des bourses d'études pour les étudiants issus de familles à faible revenu, des programmes de soutien aux jeunes entrepreneurs. J'ai mis des fonds de côté pour ma prochaine entreprise, et j'esquissais déjà des idées pour de nouveaux projets qui me passionnaient. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment maîtresse de mon destin. Mes parents, quant à eux, sont entrés dans une spirale descendante, à travers les quelques amis communs que je n'avais pas encore bloqués. J'ai entendu dire qu'ils avaient du mal à sauver la face, dans leurs cercles sociaux. Les gens posaient des questions gênantes. Pourquoi n'avaient-ils pas été au courant de mon succès? Pourquoi ne m'avaient-ils pas soutenu? Pourquoi avaient-ils semblé si désireux de se débarrasser de moi? Ma mère aurait éclaté en sanglots lors d'un dîner de fête, quand quelqu'un la félicitait, pour sa fille si brillante. Elle n'a pas pu expliquer pourquoi elle n'avait assisté à aucun de mes événements professionnels, pourquoi elle n'avait jamais mentionné mon entreprise, pourquoi elle avait été si surprise par des nouvelles, qui se préparaient depuis des mois. L'une des femmes au dîner a apparemment dit « Vous devez être si fière d'avoir élevé une fille aussi talentueuse, toute seule. » Et ma mère, incapable de maintenir la façade plus longtemps, a éclaté en sanglots et est partie. La suffisance de Chloé s'était complètement évaporée. La vidéo qu'elle avait enregistrée à Thanksgiving, de ma supposée humiliation, était maintenant la source de son propre embarras profond. Elle l'avait brièvement publiée sur ses réseaux sociaux, avant de réaliser à quel point cela se retournerait contre elle, de façon catastrophique, et l'avait ensuite rapidement supprimée. Mais Internet n'oublie jamais. Des captures d'écran avaient circulé. Les gens lui reprochaient de s'être moqué du succès de sa sœur, d'avoir été cruelle et mesquine, et d'avoir filmé ce qu'elle croyait être le point le plus bas de la vie de quelqu'un. Son image en ligne soigneusement entretenue, de la fille parfaite, de la femme d'affaires accomplie, de la jeune sœur enviable, tout cela a volé en éclats en quelques jours. Je n'ai ressenti aucune pitié pour elle. Ils avaient fait leur lit, maintenant ils devaient se coucher dedans. Les appels et les messages de ma famille ne se sont pas arrêtés, mais leur ton a changé de manière spectaculaire dans les semaines qui ont suivi. D'abord, c'était de la fierté et des félicitations, puis c'est devenu de la confusion et de la douleur. À la mi-décembre, cela s'était transformé en colère et en désespoir. Mon père a laissé un message vocal, qui frôlait la menace. « Et là, tu dois me rappeler. Nous méritons de faire partie de cette conversation. Tu ne serais pas arrivé ici, sans que nous t'ayons élevé. Tu nous le dois. N'oublie pas d'où tu viens. » Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Il avait tort. Je ne leur devais rien. S'il y a quelque chose, c'est que j'étais arrivé là malgré eux, et non grâce à eux. Chloé a essayé une approche différente. Elle m'a envoyé un long email décousu, dans lequel elle s'excusait pour tout. Elle prétendait avoir été jalouse de moi. Qu'elle avait toujours ressenti la pression d'être parfaite. Qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Elle m'a supplié de lui pardonner, et de la laisser faire à nouveau partie de ma vie. L'email s'étendait sur des pages, et décrivait toutes les façons supposées dont elle regrettait ses actions, comment elle m'avait toujours admiré, comment elle voulait que nous soyons proches. J'ai lu l'email 2 fois, en cherchant de véritables remords. Je n'en ai pas trouvé. C'était une performance, soigneusement conçue pour me manipuler afin que je me sente coupable. Les mots étaient beaux, mais ils étaient vides. Elle ne s'excusait pas pour des actions spécifiques, seulement pour des erreurs vagues. Elle ne reconnaissait pas ce qu'elle avait réellement fait de mal. Je l'ai archivé sans répondre. Les tentatives de ma mère ont été les plus persistantes et intrusives. Elle a envoyé des fleurs à mon nouvel appartement. Je les ai données à un hôpital voisin. Elle a essayé de contacter mon avocate, qui lui a fait savoir poliment mais fermement, de cesser toute communication. Elle a même réussi d'une manière ou d'une autre, à retrouver ma trace, et s'est présentée un après-midi dans un café d'Austin, où je travaillais. Je l'ai vue à travers la fenêtre, regarder frénétiquement autour d'elle, serrant son sac à main de marque, comme une bouée de sauvetage. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, mais ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle semblait d'une certaine manière plus petite, diminuée.
J'ai tranquillement rangé mes affaires, et je me suis éclipsé par la sortie arrière, avant qu'elle ne puisse m'apercevoir. Je n'étais pas intéressé par la réconciliation. Je n'étais pas intéressé à entendre ses excuses, ou ses pardons fabriqués de toutes pièces. J'avais été invisible pour eux pendant 29 ans, et maintenant que j'étais enfin visible, je ne voulais pas qu'ils me voient. Un mois après l'acquisition, j'ai reçu une invitation, pour prendre la parole lors d'une prestigieuse conférence technologique à Seattle, à la mi-janvier. L'invitation venait des organisateurs de la conférence eux-mêmes, qui avaient lu un article sur mon acquisition, et voulaient me présenter comme conférencière principale. C'était exactement le genre d'opportunité, dont j'avais rêvé pendant des années. J'ai immédiatement accepté, malgré ma peur de parler en public. Cela faisait partie de ma nouvelle vie, et je devais l'accepter pleinement. J'ai passé des semaines à préparer ma présentation, me concentrant sur mon parcours, les défis que j'avais rencontrés, les innovations techniques que j'avais développées, et les leçons que j'avais apprises en cours de route. Je n'ai pas mentionné directement ma famille, mais le sous-entendu était indéniable. Je l'avais fait toute seule. Le jour de la conférence est arrivé, froid et clair. Je me tenais dans les coulisses. Mon cœur battait si fort, que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Mais sous les nerfs, il y avait autre chose. De l'excitation, de la fierté, et une détermination féroce à raconter mon histoire. Lorsque mon nom a été prononcé, je suis monté sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. L'auditorium était rempli d'entrepreneurs, d'investisseurs, de développeurs et de leaders de l'industrie, plus de 2000 personnes. J'ai regardé la mer de visages, et j'ai ressenti une poussée de quelque chose que j'avais rarement ressenti, l'appartenance. J'ai commencé ma présentation, en parlant aussi sûrement que possible, de mon entreprise, de ma vision et de mes projets pour l'avenir. Le public était attentif, hochait la tête, prenait des notes, riait à mes blagues, et posait des questions réfléchies pendant la séance de questions-réponses. Je pouvais sentir leur respect, leur intérêt sincère, leur admiration pour ce que j'avais accompli. Et puis, à mi-chemin environ de ma présentation, j'ai remarqué deux visages familiers dans la toute dernière rangée. Mon père et ma mère. Ils étaient assis ensemble, mon père les bras croisés sur la défensive. Ma mère agrippée à son sac à main, comme à une bouée de sauvetage. Ils me regardaient avec des expressions, qui mêlaient espoir, désespoir, et quelque chose qui aurait pu être de la honte. Je me suis figé, l'espace d'une fraction de seconde. Mon souffle s'est coupé. Comment avait-il entendu parler de cet événement? Comment avait-il obtenu des billets? Puis je me suis souvenu, qu'il s'agissait d'une conférence publique. N'importe qui pouvait acheter un laissez-passer. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai poursuivi ma présentation, refusant de me laisser distraire par leur présence. Je ne les ai plus regardés. Je me suis concentré sur les personnes, qui se souciaient vraiment de ce que j'avais à dire. Les personnes qui me considéraient comme une entrepreneuse à succès, et non comme une fille décevante. Quand j'ai terminé, les applaudissements ont été assourdissants. Les gens se sont levés en acclamant, et les larmes me sont montées aux yeux. J'avais réussi. J'avais fait mes preuves, non seulement auprès de ma famille, mais aussi auprès de moi-même et du monde. Plusieurs personnes se sont précipitées sur scène après, voulant me parler, échanger des cartes de visite, discuter de collaborations potentielles. Quand j'ai quitté la scène 20 minutes plus tard, mes parents ont essayé de m'intercepter dans le couloir. Mon père s'est avancé rapidement, la main tendue. Et là, attends, nous devons parler. Je l'ai regardé, puis ma mère. Ses yeux étaient cernés de rouge, son mascara légèrement étalé. Elle avait pleuré. S'il te plaît, chérie, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée. Accorde-nous juste 5 minutes. C'est tout ce que nous demandons. S'il te plaît. J'ai lentement secoué la tête. Je n'ai rien à vous dire. L'expression de mon père s'est durcie. Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne peux pas simplement nous rayer de ta vie comme ça. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous avons fait des sacrifices pour toi. Nous t'avons donné un foyer. De la nourriture, une éducation. Vous avez fait des sacrifices pour moi. J'ai senti un rire amer s'échapper de ma gorge. Vous n'avez rien payé. Vous n'avez rien soutenu. Vous n'avez cru en rien de ce que j'ai fait. Ma mère a tendu la main comme pour me toucher le bras, mais j'ai reculé. Nous avons fait des erreurs, et là. Nous le voyons maintenant. Mais nous t'aimons.
Nous t'avons toujours aimé. S'il te plaît, tu dois le croire. Vous ne m'aimiez pas à Thanksgiving, ai-je dit doucement, ma voix calme malgré les émotions en moi. Vous avez dit à tout le monde que j'étais une source d'embarras, un boulet. Vous avez dit que 10 000 euros, c'était plus que je ne méritais. Le visage de ma mère est devenu pâle. Elle n'avait pas réalisé que j'avais entendu la conversation. Vous m'avez payé pour que je disparaisse, ai-je continué. Ma voix est devenue plus forte. Vous vouliez tellement vous débarrasser de moi, que vous m'avez acheté un aller simple, et m'avez tendu un chèque, comme si j'étais un problème quelconque, sur lequel on pouvait jeter de l'argent. Alors je suis parti. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Le visage de mon père est devenu rouge, sa voix s'est élevée. Tu es complètement déraisonnable, et là. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons donné un toit au-dessus de ta tête pendant des années. Tout ce que vous avez fait pour moi. Je l'ai interrompu. Ma propre voix s'élevait maintenant. Vous n'avez rien fait. J'ai payé mes propres études, pendant que vous financiez l'enseignement privé de Chloé. J'ai construit mon entreprise de mes propres mains, de mon propre esprit, de ma propre détermination. Alors que vous vous moquiez de moi à chaque occasion. Vous n'avez pas cru en moi. Vous ne m'avez pas soutenu. Vous vouliez que je parte. Ce n'est pas juste, a dit ma mère faiblement. Des larmes coulaient sur son visage. Nous avons essayé de t'aider, à trouver ta voie. Juste. Je l'ai fixé. Vous voulez parler de ce qui est juste? Était-ce juste de ne pas venir à mon discours de fin d'études secondaires? Était-ce juste de rire de mon idée d'entreprise? Était-ce juste de me dire de trouver un vrai travail? Parce que je n'accomplirai jamais rien. Était-ce juste de dépenser des milliers d'euros pour les études de Chloé, et de ne pas vouloir me donner un seul centime? Aucun d'eux n'avait de réponse. J'ai pris une grande inspiration, et je me suis calmé. Je ne vous dois pas mon pardon. Je ne vous dois pas une relation. Vous avez fait votre choix il y a 3 semaines. Maintenant je fais le mien. Et là, s'il te plaît. Ma mère a commencé et m'a de nouveau tendu la main, mais je me suis retourné et me suis éloigné, les laissant dans le couloir. Je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, j'ai entendu ma mère sangloter, et mon père dire quelque chose de dur et de colérique, mais j'ai continué à avancer. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôtel, j'ai laissé sortir tout ce que j'avais retenu. Je n'ai pas pleuré pour eux, mais pour la fille que j'avais été. Celle qui avait tant essayé, de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. J'ai pleuré pour toutes ces années que j'avais perdues, à espérer qu'il me verrait, me reconnaîtrait, m'apprécierait. Et puis j'ai séché mes larmes, j'ai commandé le service d'étage, et j'ai commencé à planifier mon prochain projet. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un nouveau déluge de messages, de la part de membres de ma famille élargie. Ils avaient apparemment entendu parler de la confrontation, lors de la conférence. Certains disaient que j'étais trop dur. Que je devrais donner une autre chance à mes parents. D'autres disaient, qu'ils comprenaient, mais espéraient que je trouverais finalement dans mon cœur de pardonner. Mais quelques personnes m'ont surprise. Ma cousine Brianna, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a envoyé un long message. J'ai toujours su qu'il te traitait injustement, a-t-elle écrit. Je l'ai vu à chaque réunion de famille, à chaque fête. La façon dont il s'illuminait quand Chloé entrait, et faisait à peine attention à toi. La façon dont il parlait de toi quand tu n'étais pas là. J'aurais dû dire quelque chose, et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Mais je suis fier de toi d'avoir pris ta propre défense. Tu ne leur dois rien. Vis ta meilleure vie, et là. Tu l'as mérité. Ce message comptait plus pour moi, que ne l'auraient jamais fait les excuses de mes parents. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis entièrement plongé dans mon travail, et dans ma nouvelle vie. J'ai commencé à conseiller d'autres startups, en partageant les connaissances et l'expérience que j'avais acquises. J'ai fait des investissements stratégiques dans plusieurs entreprises prometteuses, en particulier celles fondées par des femmes, et des entrepreneurs sous-représentés, qui me rappelaient ma jeunesse. Des personnes qui avaient été négligées, rejetées, à qui l'on avait dit qu'elles n'étaient pas à la hauteur. J'ai également commencé un blog sur l'entrepreneuriat, la résilience, et l'importance d'éliminer les relations toxiques de sa vie, même si ces relations font partie de la famille. Le blog a rapidement gagné du terrain, et a trouvé un écho auprès de milliers de personnes, qui avaient connu un rejet et un dédain similaires. J'ai reçu des centaines de messages de lecteurs,
qui ont partagé leurs propres histoires, et m'ont remercié de leur avoir donné la permission, de se détacher des personnes qui les rabaissaient, qui les faisaient se sentir petits. Une femme a écrit, « J'ai essayé d'obtenir l'approbation de mon père pendant 40 ans. Ton histoire m'a fait réaliser que je n'y parviendrai jamais, et c'est très bien. Je me suffis à moi-même. » C'était puissant de transformer ma douleur en quelque chose qui pouvait aider les autres. Pendant ce temps, la spirale descendante de mes parents s'est poursuivie. Par l'intermédiaire des quelques connaissances communes que je n'avais pas bloquées, j'ai appris qu'ils étaient discrètement exclus de leurs cercles sociaux. Les gens les considéraient comme des hypocrites et des parents ratés. Des gens qui avaient rejeté leur brillante fille, et qui essayaient maintenant désespérément de s'attribuer le mérite de ses réalisations. Le country club, dont ma mère était membre depuis 20 ans, lui a suggéré discrètement qu'elle serait peut-être plus à l'aise ailleurs. Les groupes de réseautage dont mon père faisait partie n'avaient soudainement plus de place pour lui lors de leurs événements. Ma mère était apparemment devenue une sorte d'ermite, ne quittant la maison que pour des rendez-vous médicaux, et faisant ses courses à des heures inhabituelles, lorsqu'elle était le moins susceptible de rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait. La honte d'être exposée comme la mère, qui avait payé sa fille pour quitter la ville, était trop grande pour la supporter en public. Ses amis du club de jardinage l'avaient laissé tomber. Son club de lecture s'est dissous, après qu'elle a fondu en larmes lors d'une discussion sur les relations mère-fille. La petite entreprise de conseil de mon père en a souffert, plusieurs clients ayant discrètement transféré leur travail ailleurs, mal à l'aise avec sa façon de me traiter. Ce qu'il avait fait s'était ébruité. Et dans le monde professionnel très soudé de Portland, ce genre d'atteinte à la réputation était presque impossible à réparer. Son réseau de recommandations s'est complètement tari. La situation de Chloé a peut-être été la plus dramatique. Sa promotion au travail avait été annulée, après que ses patrons aient vu la vidéo de Thanksgiving, qui n'arrêtait pas d'apparaître en ligne. Elle a été rétrogradée à son poste d'origine, et l'humiliation a été trop grande. Elle a complètement quitté son emploi, incapable d'affronter ses collègues. Hunter l'a quitté peu de temps après, citant le drame familial et sa propre cruauté, comme raison pour lesquelles il ne pouvait pas rester dans ce mariage. Son divorce a été rapide et brutal. Il a gardé l'appartement qu'ils avaient acheté ensemble. Elle est retournée vivre chez mes parents. J'ai entendu par le bouche à oreille que tous les trois vivaient maintenant ensemble dans une misère silencieuse, chacun blâmant les autres pour la situation dans laquelle ils se trouvaient. Je ne prenais aucun plaisir à leur souffrance, mais je n'éprouvais aucune pitié pour eux. Ils avaient créé cette situation, par leur propre choix, leur propre cruauté, leur propre arrogance. 6 mois après Thanksgiving, j'étais assise dans ma belle nouvelle maison à Austin, une maison que j'avais entièrement achetée avec l'argent de mon acquisition, quand mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Quelque chose m'a dit que je devais décrocher. Allô Ella, c'est ton père. J'aurais dû raccrocher immédiatement, mais la curiosité a pris le dessus. Que veux-tu? Il y a eu une longue pause, puis un lourd soupir. Je voulais m'excuser. Vraiment, sincèrement m'excuser. Non pas parce que j'attends quoi que ce soit de toi, mais parce que je veux que tu saches que j'avais tort. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi ces derniers mois. Nous voyons maintenant à quel point nous t'avons maltraité, à quel point nous t'avons laissé tomber en tant que parents. Nous avons laissé nos propres insécurités, et nos définitions étroites du succès obscurcir notre jugement. Nous avions tort, et là, à propos de tout, et je suis profondément, sincèrement désolé. Sa voix s'est brisée, et j'ai réalisé qu'il pleurait. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une lueur de quelque chose, pas tout à fait de la sympathie, mais une reconnaissance de sa douleur. Mais ensuite je me suis souvenu. Je me suis souvenu de chaque remarque désobligeante, de chaque événement manqué, de chaque fois qu'ils avaient préféré Chloé à moi, de chaque instant où ils m'avaient fait sentir que je ne valais rien. J'apprécie les excuses, ai-je dit doucement, ma voix étant calme. Mais ça ne change rien. Je comprends, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Je n'attends pas que tu nous pardonnes. Je n'attends pas que tu nous laisses faire à nouveau partie de ta vie. Je voulais juste que tu saches, que nous sommes désolés, que nous voyons ce que nous avons fait, que nous t'avons laissé tomber à tous égards. De la manière dont des parents ne devraient jamais laisser tomber un enfant. C'est vrai, ai-je simplement acquiescé. Ta mère voulait t'appeler elle-même, mais elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Chloé voulait aussi te contacter. Nous devons tous
Nous devons tous faire face aux conséquences de nos actes. Bien, ai-je dit, vous devriez le faire. Il y a eu un long silence. Y a-t-il quelque chose, quoi que ce soit, que nous pourrions faire pour arranger les choses, a-t-il demandé. Le désespoir se glissait dans sa voix. Non, ai-je dit simplement. Il n'y en a pas. Ce qui est fait est fait. Je l'ai entendu prendre une respiration tremblante. Je comprends. Je voulais juste que tu le saches. Et je voulais que tu saches que malgré tout, nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Vous n'avez pas le droit d'être fier, ai-je dit fermement. La fierté se gagne, par le soutien et la conviction. Vous ne m'avez donné ni l'un ni l'autre. Tu as raison, a-t-il dit doucement. Tu as tout à fait raison. J'ai fermé les yeux, et j'ai senti le poids de ces mots. Au revoir, ai-je dit doucement, et j'ai raccroché. Je suis resté assise là un long moment, à tenir mon téléphone, me sentant étrangement vide. Puis je l'ai rangé, j'ai appelé mon chien scout, le Golden Retriever que j'avais adopté un mois plus tôt, et je suis allé me promener, dans la chaude soirée texane. Au fil des mois, je me suis construit une vie dont j'étais vraiment fier. J'ai acheté cette maison à Austin avec de grandes fenêtres, qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle, un jardin où Scout pouvait courir et jouer, et un bureau à domicile où je pouvais travailler sur mes nouveaux projets. La maison avait un petit jardin, où j'ai commencé à faire pousser des légumes, quelque chose pour lequel je n'avais jamais eu de place auparavant. J'ai trouvé de vrais amis, des personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais faire pour eux, ou comment je déteignais sur eux. J'ai rejoint un groupe pour les femmes dans la technologie, qui se réunissait mensuellement. J'ai trouvé un club de lecture, qui discutait réellement de livres, au lieu de faire des commérages. J'ai fait du réseau avec d'autres entrepreneurs, qui comprenaient le parcours que j'avais traversé. J'ai beaucoup voyagé, visitant enfin tous les endroits dont j'avais rêvé, mais que je n'avais jamais eu le temps ni l'argent de voir. Tokyo, où je me suis émerveillé de l'intersection entre la tradition et la technologie. Barcelone, où je me suis perdu dans le quartier gothique, et cela ne m'a pas du tout dérangé. La Nouvelle-Zélande, où j'ai fait des randonnées dans des paysages qui semblaient appartenir à un autre monde. L'Islande, où je me suis baigné dans des sources chaudes, sous les aurores boréales. J'ai commencé des passe-temps, pour lesquels je n'avais jamais eu le temps auparavant. L'escalade dans une salle locale, où j'ai adoré l'aspect résolution de problèmes, trouver le bon chemin sur un mur. Des cours de poterie, où j'ai appris que j'étais nul, mais j'aimais quand même ça. Des cours de piano, où je me suis frayé un chemin lentement à travers des morceaux que j'avais aimés pendant des années, mais que je n'aurais jamais pensé jouer. Pour la première fois de toute ma vie, je me suis senti totalement, complètement libre. Je ne me suis jamais réconcilié avec mes parents, ou ma sœur. Ils se sont manifestés occasionnellement au fil des ans, anniversaires, vacances, les tentatives de contact obligatoires. Mais j'ai maintenu mes limites. Je ne leur devais pas de pardon. Je ne leur devais pas de relation. Je ne leur devais pas l'accès à la vie, que j'avais construite à partir des cendres de leur rejet. Ils m'avaient donné un chèque et un billet d'avion, pensant se débarrasser d'un embarras, résoudre un problème, effacer une tâche sur leur portrait de famille parfait. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré, pour devenir tout ce qu'ils disaient que je ne pourrais jamais être. Et j'avais utilisé cette liberté, pour construire quelque chose d'extraordinaire. La vie de mes parents ne s'est jamais remise de l'humiliation publique, et de la honte privée de ce qu'ils avaient fait. Ma mère est devenue une recluse complète, ne quittant la maison que pour des rendez-vous médicaux, et faisant ses courses à des heures inhabituelles, lorsqu'elle était le moins susceptible de rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait. La vie sociale animée qu'elle avait autrefois cultivée, les clubs de lecture, les déjeuners, les comités de bienfaisance, les garden parties, a complètement dépéri. Elle avait construit toute son identité, autour du fait d'être la mère parfaite avec la famille parfaite. Et quand cette façade s'est effondrée, elle n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. Les amis n'appelaient plus. Les invitations se sont taries. Elle passait ses journées seule dans la maison, entourée de photos d'une famille qui n'existait plus. L'entreprise de conseil de mon père s'est complètement effondrée en l'espace d'un an. Lorsque le bruit a couru dans le monde des affaires de Portland, sur la façon dont il avait traité sa propre fille, il a été contraint d'accepter un emploi qu'il considérait comme étant en dessous de sa dignité, travaillant pour un ancien concurrent, à une fraction de son ancien salaire. L'humiliation le rongeait quotidiennement. Il avait toujours été très fier de sa réputation professionnelle, et la voir s'effondrer a été dévastateur. Il a vieilli de 10 ans en 12 mois.
Chloé a enchaîné les relations ratées et les emplois de courte durée. Sa réputation à Portland a été ruinée de façon permanente par la vidéo virale et son propre comportement vindicatif. Personne ne voulait embaucher la femme qui s'était moquée de sa sœur qui avait réussi. Personne ne voulait sortir avec la femme qui avait été si cruellement exposée en public. L'enfant en or avait été terni au-delà de toute reconnaissance. Incapable d'échapper à l'ombre de sa propre cruauté, elle a finalement quitté Portland et a déménagé dans une petite ville du Montana, où personne ne connaissait son histoire. Elle travaillait dans une épicerie et vivait dans un studio qui faisait ressembler mon ancien logement à un palais. La famille qui m'avait autrefois regardé de haut avec un tel mépris portait désormais le poids de ses choix, chaque jour. Leur vie était un témoignage des conséquences que l'on subit lorsqu'on privilégie l'image à l'intégrité, la cruauté à la gentillesse et la fierté à l'amour. Quant à moi, je me tenais dans mon bureau à domicile baigné de soleil à Austin, et je regardais le tableau de vision que j'avais créé pour mon prochain projet, une plateforme pour connecter les entrepreneurs sous-représentés, avec des ressources et des mentors. Scout dormait paisiblement à mes pieds. J'avais construit une vie au-delà de leur imagination, atteint un succès au-delà de leurs fantasmes, et trouvé une paix au-delà de leur portée. La vengeance que j'avais prise n'était ni bruyante ni dramatique. C'était simplement devenir tout ce qu'ils disaient que je ne pourrais jamais être, et le faire complètement sans eux. J'avais appris que la meilleure vengeance n'était pas la destruction. C'était un succès si complet, que leur absence de ma vie devenait la punition qu'ils s'infligeaient à eux-mêmes. Et alors que je m'asseyais pour travailler sur mon prochain projet, entouré de la vie que j'avais construite de mes propres mains, de mon propre esprit, de ma propre détermination, j'ai réalisé que la fille qui s'était assise à cette table de Thanksgiving, serrant un chèque et un billet d'avion, avait enfin et véritablement trouvé le chemin de sa maison.